الحقيقة أنا الأخ عبد المغيث خليني نتكلم بالفرنسية. دونك توخى خويا غنتكلم بالفرنسية. غادي نتكلم بالفرنسية. Moi je m'avais pas dit. Il me l'a demandé. Il m'a demandé comment on intervient. Bien. Alors, moi, je vais essayer d'articuler mes propos autour de 3 questions. Quel constat? Quel risque? Quel enseignement? Et je réponds en flash, puis je développe. Quel constat? Le vote, pour moi, a été un vote éminemment idéologique. Quel risque? De la part du parti gagnant, une sorte de suffisance dangereuse. Quel enseignement pour la gauche? Évidemment. On ne reste pas pour parler des autres, je vais parler pour moi-même, pour ma famille. Eh bien, je dirais tout simplement retrouver nos valeurs, nous retrouver pour retrouver notre chemin. Voilà donc, en gros, si vous voulez, je peux arrêter là. Hein. Maintenant, si vous me laissez le temps, je vais essayer de développer ces 3 points. Premier point, un vote éminemment idéologique. Vous savez, depuis la Constitution de 2011, je pense que, disons d'une certaine manière, on avait installé une idée que, grâce à cette Constitution, et bien désormais, on fonctionnerait sur le modèle responsabilité, reddition des comptes. C'est-à-dire qu'on aurait des responsables qui seraient pleinement responsables, qui exerceraient leurs fonctions, et puis, au moment du bilan, ben, rendraient compte, et que le résultat, le vote, serait effectivement en conséquence. Évidemment, on a juste construit tout ça sur un énorme malentendu. On a tout simplement, je dirais, oublié de nous expliquer que tout ça a oublié cette belle règle démocratique, qu'en réalité, chez nous, dans notre pays, ben, cette règle ne s'applique pas à une monarchie qui, comme tu l'as très bien dit, mon cher, reste exécutive. Et que donc, le principal responsable, celui qui met en œuvre et qui exécute, qui pense, qui élabore, qui décide, les politiques, n'est responsable devant personne, ne rend compte à personne. Mais enfin, bon, je dirais, on nous a quand même, on a essayé de faire croire que cette fois-ci, donc effectivement, les choses seraient, du moins au niveau du gouvernement, différentes. Alors, je dirais, l'expérience s'est déroulée. Hein. En gros, sans grande surprise. Qui peut nier aujourd'hui qu'effectivement, on est resté dans un modèle où, pour faire simple, pour dire les choses simplement, le roi reste la source principale des politiques. Et un gouvernement qui met en œuvre, qui a lui-même dit « Je suis le serviteur de Sa Majesté, je mets en œuvre sa politique. » Quel c'est donc? En clair, ce n'est pas le sujet, pour aller vite. L'expression ne date pas d'hier, mais malheureusement les faits la consacrent tout le temps. Nous sommes dans un régime, moi je le dis aussi simplement que cela, un régime où le roi gouverne et le gouvernement règne. Donc, on arrive au bilan. On arrive au bilan. Alors, moment important. D'abord, sur les faits
objectif. Vous savez, il y a eu plusieurs études. Ici même, on a fait plusieurs interventions. On a publié des choses. Je peux vous assurer que très objectivement, il est quand même difficile de considérer que le bilan ait été positif. Simplement en flash. La fameuse Tanzil démocratie, les Dustour. Où on en est? Où on en est? À supposer que la Constitution ait été démocratique. On a voulu la faire. Sur le plan politique, tu l'as dit, je reviens pas là-dessus, on n'a absolument pas à faire. Au contraire, au niveau des pratiques, on a régressé. Sur le plan de l'économie, je vais vite, ce n'est pas le sujet. Mais aucun engagement n'a été tenu. On a aligné les chiffres sur la croissance, sur le chômage. C'est des faits. Les réformes. Quelles réformes a-t-on fait? Je dirais au contraire, ce qu'on a appelé, je reviendrai là-dessus, réformes, ce sont de véritables bombes à retardement, comme la caisse de compensation, et maintenant on commence à en parler, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez aujourd'hui, le cœur de la caisse de compensation, c'est-à-dire le gaz butane, c'est-à-dire le sucre, c'est-à-dire le pain, on n'a pas touché. Ça c'est des faits, je ne discute pas. C'est des faits simplement que n'importe qui peut constater. Par contre, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé. Libéralisé, pas réformé. Le secteur des produits pétroliers. On a libéralisé, sans réguler. Et vous allez voir, quand je disais il y a quelques mois que c'est une bombe à retardement, eh bien on a commencé. Et ça n'est que le début. Parce qu'on déjà on est en train de constater comment, quand vous libéralisez un secteur qui est largement oligopolistique, sans mettre en place des instruments de régulation, eh bien vous avez la situation actuelle. Où on continue, vous passez aujourd'hui à la pompe, vous payez 1 litre d'essence quasiment 2 fois son prix mondial. Oh, je ne vais pas rappeler l'endettement. Tu as parlé des relations avec les organisations financières internationales, le Fonds monétaire, etc. Bref, je n'ai pas le temps d'insister sur tout ça. Mais la seule conclusion que j'ai envie de tirer, qui s'impose d'elle-même, c'est que réellement, si on s'en était tenu à ce bilan, difficile d'imaginer que les électeurs votent positivement. Et pourtant, c'est là où il va falloir commencer à discuter du vrai sens que moi, personnellement, je donne. Alors, moi, je dirais d'abord, il y a eu les élections de l'année dernière. Locales. Alors, les élections locales, ce sont des élections locales. En principe, on vote local. Et pourtant, le PJD a obtenu effectivement un très bon score. Et c'est là où on est passé à l'idéologie. C'est-à-dire qu'on a transposé, on a analysé, on a interprété des résultats locaux et on a réussi tout simplement à installer là aussi progressivement une idée qui est devenue une idée reçue. Le PJD est très fort, est très populaire et que donc pratiquement il va gagner les élections. Depuis 1 an, du matin au soir, on nous dit que le PJD va gagner les élections. Ça veut dire que on a en fait, si vous voulez, pratiquement, je peux vous dire qu'on a cultivé, on a installé une sorte de chronique d'une victoire annoncée. 2 éléments, à mon avis, qui ont fait que on est dans l'idéologie. Et non pas dans la sanction politique, c'est-à-dire rationnelle. Je dirais que la tactique du gouvernement, du parti, disons, au chef de gouvernement, d'une certaine façon, je dirais, on a pratiquement joué une tactique double. De la désinformation et de la diversion. Je m'explique. La désinformation, c'est quoi?
ben, c'est justement de dire ce qui n'est pas. La situation économique, elle est excellente. On a fait des réformes. On vous regarde. On fronce les yeux, on vous regarde, les yeux dans les yeux. Et on vous dit, on a fait les réformes de la caisse de compensation. On a fait la réforme de la fiscalité. On a fait la réforme des caisses de retraite. On a fait la réforme. Et la diversion, eh ben, c'est tout simplement cette incroyable expression qu'on a sortie du chapeau du magicien. Au lieu de laisser le débat s'installer sur le bilan, c'est-à-dire sur les faits, sur la rationalité des choses, eh ben on a dévié. Voilà la diversion. On a découvert que dans ce pays, il y a un État profond, d'autres l'appelaient autrement, il y a Hizb Sirri, maintenant on dit At-Tahakoum. Tout le monde sait de quoi il s'agit, personne ne dit ce que c'est, et on alimente la machine idéologique. Ça veut dire qu'on a déplacé le débat du terrain de la rationalité vers le terrain tout simplement de la croyance. Croyez-moi, je suis bon. Croyez-moi, je suis musulman. Croyez-moi, je suis propre. Tout le reste n'a aucune importance. Votez pour moi. Donc il faut bien comprendre, on est un peu dans le domaine, je dirais, de l'étrangeté, de l'incantation. De l'incantation, on n'est pas dans le domaine de la rationalité. Je dirais même du parapsychologique, hein, parce que vous imaginez bien qu'on n'est pas sur un terrain où je peux vous dire très rationnellement, vous regardez dans les yeux, vous dire vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ça. Évaluation en termes d'efficacité et d'efficience, on est à des années-lumière en termes d'évaluation. Donc, on est dans, je rappelle, je dis bien, quand je dis moi idéologie, ça veut dire tout simplement un ensemble d'idées, qui sont en l'occurrence des idées reçues et qui sont en fait en dehors de la réalité, totalement déconnectées par la réalité. Alors, je dis donc, ça a marché. Et clairement, cette machine idéologique a marché. Alors, on ne le dira jamais assez. Un Marocain sur 5, je simplifie, un Marocain sur 5 en âge de voter a voté. C'est un chiffre global. À Casa, dans les grandes villes, c'est pire. Mais, ce Marocain sur 5 qui a voté, la composante qui a voté PJD, moi je le dis clairement, simplement, ont exprimé un vote idéologique. Peu importe le bilan, peu importe le programme, on a même essayé de les attraper sur le terrain des mœurs, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Ben parce que on vote idéologie. On vote pour un parti où il y a des bons musulmans, comme vous comprenez, islam. On vote une certaine idée de l'éthique. On vote pour des gens qui promettent le paradis. Il faut se dire, oui, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on vote tel parce que je veux aller au paradis. Vous imaginez où on en est? En clair, nous sommes bons parce que nous sommes bons. C'est ça la tautologie. Alors, rassurez-vous, je vais aller vite pour les 2 points. J'ai dit, maintenant, quel risque pour la prochaine législature, pour l'avenir. Moi, je pense que le risque, c'est cette suffisance, cette arrogance qui paralyse, en fait. En vérité, je vois le risque. Puisque ceux qui votent pour nous ne votent pas sur ce que nous faisons, sur ce que nous réalisons. Ils votent pour nous parce que nous sommes. Eh ben, pourquoi courir le risque de réformes difficiles, compliquées, qui risquent de créer des histoires avec le régime? Pourquoi s'embêter
à faire des vagues. Et donc moi je dis que le risque aujourd'hui qui nous guette, c'est une sorte d'attentisme, d'arrogance qui empêche d'agir. Il y a un autre risque, qui est peut-être encore plus dangereux, mais c'est de continuer sur le terrain de l'idéologie, c'est-à-dire la surenchère idéologique. En clair, la question des libertés, individuelles. Faute de pouvoir faire des choses sur le terrain de l'économie, créer des emplois, améliorer le revenu des gens, eh bien la diversion, elle est idéologique. Attention aux libertés. Attention aux libertés. J'ai presque envie de dire, on n'est pas capable de créer des emplois pour vous, mais on va vous donner les femmes, les homosexuels peut-être, en pâture. Et oui, je dis, ce sont pour l'instant des interrogations que je me pose. Mais je pense que tous les démocrates, réellement les démocrates dans ce pays, devraient être encore plus vigilants dans les années qui viennent, parce que c'est créer ce climat qui est effectivement difficile. Alors, dernier point. Dans tout ça, quel enseignement pour la gauche? Alors, moi, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que, hélas, tout cela ne date pas d'hier. La descente aux enfers, pour la gauche, il a 20 ans. Je parle de la gauche lorsque était la gauche, forte, ancrée, puissante, populaire. La descente aux enfers date des années 90 du siècle passé. Soyons clairs. L'histoire a tranché maintenant sur l'ISFP. L'histoire a tranché, on ne va pas reprendre les débats. Mais il est évident que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'étonner du énième soubresaut du déclin de l'ISFP. Alors, c'est pas ça le plus important aujourd'hui. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que je constate que dans l'état où se trouve ce qui reste de la gauche aujourd'hui, ben on est très 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 loin du compte. On se raconterait des histoires entre nous. Si on se laisse croire que, bien évidemment qu'il faut se féliciter que dans telle région, telle ville, tel démocrate, tel progressiste soit élu et que demain il faut qu'il y ait une voix, ce sera une voix bien, tout ça est excellent. Mais enfin, nous sommes encore très loin du compte. Est-ce que nous pouvons imaginer que dans le contexte actuel tel qu'il est, cette chape de plomb idéologique, on peut espérer quelque chose dans 5 ans, dans 10 ans? Moi je dis nous sommes encore très loin du compte et le chemin est très long. Je regrette de devoir le dire à côté face à des jeunes dont j'ai admiré l'enthousiasme et je veux les encourager dans cet enthousiasme. Mais gardons pied sur terre. Nous sommes très très loin du compte. Alors, ça veut dire quoi? J'espère être cohérent, puisque quand je vous dis le vote est idéologique, je dis maintenant que notre problème à gauche, c'est qu'en réalité, ces dernières années ou ces dernières décennies, nous nous sommes d'une certaine manière un peu laissés piéger sur le terrain de l'adversaire. Parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une mécanique, une logique plus ou moins électorale, électoraliste, eh bien, nous avons commencé à nous autocensurer. Il y a certaines expressions qu'on n'osait presque plus dire. Il y a des tabous, il y a des réformes qu'on n'ose plus inscrire dans nos programmes. Parce que c'est pas réaliste, parce que ça dérangerait, ça poserait problème, ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là,
nous avons perdu la bataille. Parce que nous l'avons perdu sur le terrain des valeurs, de notre identité. Et donc, moi, je dis très simplement quoi aujourd'hui? Quand je dis retrouver nos valeurs, ça veut dire quoi? Je ne me fais pas, ça ne me dérange absolument pas, moi, aujourd'hui, de me dire, dans ma société, je suis très minoritaire. Mais j'ai un point de vue, j'ai des valeurs. Si ce n'est pas nous qui les défendons aujourd'hui, personne ne les défendra jamais. Donc, très simplement, pour ne pas, ce n'est pas des mots, hein. Les libertés individuelles, ben, il faut qu'on en parle. La liberté de culte, la liberté de conscience, la question de la femme, l'héritage, hein, des sujets qui fâchent. Mais il faut, si personne ne parle de la question des libertés, si personne ne parle de la monarchie, si personne ne parle de la laïcité, qui va en parler? Et donc moi je dis, c'est avec nos idées et nos valeurs que nous avons redevenir nous-mêmes. J'ai presque terminé mon cher. Alors ça c'est retrouver nos valeurs. Nous retrouver, bien évidemment, nous retrouver c'est quoi? Ah, où nous existons ensemble, où nous n'existons pas. Tout simplement, c'est pas un caprice, c'est pas... Nous sommes condamnés à nous retrouver, je préfère ce mot, à regrouper, nous retrouver, c'est-à-dire nous retrouver ensemble dans nos valeurs fondamentales. Et pour moi, c'est dans ces retrouvailles qu'on va retrouver notre chemin. Mais il est long. Merci.